Je voudrais commencer par remercier évidemment la Fondation BNP Paribas, d'abord d'avoir organisé cette conférence et aussi et surtout d'avoir financé ce projet de recherche que je vais vous présenter maintenant. Et puis je voudrais vous remercier, vous, d'être venus nombreux. C'est très important pour moi que vous soyez là. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, je vais en parler au cours de ma présentation. Donc ce projet, il s'appelle InvaCost, pour invasion et cost pour le coût. Le titre de ce projet, c'est « Comment prévoir l'invasion des insectes dans un monde plus chaud ». Vous avez vu ça sur l'affiche. Dans ce titre, il y a plein de mots-clés intéressants que je vais détailler au cours de cette demi-heure. Je les ai mis en couleur, comme ça vous pourrez les repérer plus facilement. Donc les mots-clés, c'est insectes, invasion, monde plus chaud et prévoir. Et histoire que je ne me perde pas moi-même dans ma présentation, j'ai mis des petites couleurs que je remettrai sur les diapos. Comme ça, s'il y a une couleur qui ne vous intéresse pas, vous n'écoutez pas, puis quand ça change de couleur, vous pouvez vous réveiller. Puis moi, en même temps, je verrai qu'il faut que je change de sujet. Donc, premier thème, c'est les insectes et l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux insectes? Pourquoi on ne s'intéresse pas à d'autres parts de la biodiversité? D'abord, les insectes, c'est vraiment un des pires fléaux pour le développement de l'humanité. De tout temps, ce sont des groupes d'animaux qui nous ont posé des problèmes, tout simplement parce qu'ils dominent tous les environnements terrestres qui sont propices à la vie humaine. Et donc, ce sont naturellement des compétiteurs féroces, des compétiteurs pour la nourriture ou pour d'autres ressources naturelles. Et donc, il a fallu de tout temps faire avec les insectes. Alors, par exemple, les insectes ont influencé les civilisations humaines au niveau du développement de ces civilisations. Plus d'une fois, ils ont fait échouer des tentatives de colonisation de nouveaux territoires. J'ai mis ici une image qui représente les premières communautés nordiques du Groenland qui ont été abandonnées à cause de l'impact des insectes herbivores qui détruisaient à la fois les cultures et les récoltes. Il y a d'autres exemples en Amérique du Sud, par exemple. Maintenant encore, malgré les progrès de notre civilisation, les insectes ont un impact très important sur les productions agricoles. On estime qu'au niveau global, les insectes détruisent jusqu'à 40% des productions agricoles mondiales et consomment l'équivalent de ce qui pourrait nourrir 1 milliard d'humains supplémentaires. C'est donc quelque chose qui n'est vraiment pas du tout négligeable. D'un autre point de vue, les insectes répandent des maladies comme la peste, le typhus, la malaria. Et ces maladies ont eu un impact considérable au niveau de l'histoire. Elles affectent le cours des guerres et elles déterminent le sort des empires. On estime actuellement qu'au cours de l'histoire humaine, il y a eu plus de soldats qui sont morts sous les assauts des puces et des moustiques que sous les balles et sous les bombes. Et l'illustration que j'ai mise ici, ça représente l'armée napoléonienne et la défaite en Russie, dont certains disent qu'elle est plus due aux puces et au typhus qu'au canon ou à l'hiver. Et encore aujourd'hui, les maladies posent de gros problèmes au développement des sociétés humaines. L'exemple de la malaria ici, qui touche 300 à 500 millions de personnes dans le monde et qui tue environ 1 million de personnes par an, surtout des enfants de moins de 5 ans. Puis de manière relativement anecdotique par rapport au problème des maladies, certains insectes affectent les infrastructures, les biens, la valeur touristique des endroits où ils pullulent, dévaluent les propriétés, etc. Et donc là, on a aussi un impact économique sur les sociétés. Donc ça, c'est les insectes un petit peu partout où les humains se sont développés. Maintenant, en plus des pullulations naturelles d'insectes, il y a ce qu'on appelle les invasions biologiques. Vous avez vu, on a changé de couleur. Les invasions biologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une invasion biologique? On parle d'invasion biologique et d'espèces envahissantes lorsqu'une espèce est introduite dans un nouvel environnement où elle n'a jamais évolué, qu'elle s'y établit et qu'elle y pose des problèmes économiques et ou écologiques. Et ces espèces envahissantes, il y en a énormément et de toutes sortes. En général, lorsqu'on met une espèce dans un nouvel écosystème, si c'est un écosystème qui n'a pas d'histoire évolutive avec cette espèce, la plupart du temps, l'espèce ne va pas s'adapter et elle va s'éteindre. Mais de temps en temps,
certaines s'établissent, se développent et deviennent envahissantes et posent des problèmes à l'écosystème qui les reçoit. En fait, pendant des dizaines de millions d'années, il faut réaliser que les espèces qui sont incapables de dispersion à longue distance ont divergé à l'abri derrière des barrières géographiques et ont évolué sans histoire commune avec d'autres espèces qui sont à l'autre bout de la planète ou tout simplement à quelques centaines de kilomètres, mais derrière une mer ou une montagne. Mais maintenant, par l'activité de dispersion des humains, notamment par le commerce global et par les migrations humaines, l'accélération des apports d'espèces nouvelles a complètement éliminé cet isolement. Et de fait, le nombre d'espèces qui colonisent des nouveaux habitats a augmenté de plusieurs ordres de grandeur ces 2 derniers siècles, de plus de 10 fois, plus de 100 fois. C'est un problème parce que, en général, ça cause une perte de la biodiversité, une perte des espèces qui sont locales. On estime que les invasions biologiques, c'est la seconde cause de perte de biodiversité dans le monde, après la destruction de l'habitat, avant la pollution, avant la surexploitation. Et il s'agit d'une menace un petit peu plus difficile à appréhender que la surexploitation ou la destruction de l'habitat ou la pollution, parce qu'il s'agit de dizaines de milliers d'espèces qui viennent d'un petit peu partout dans le monde et qui sont introduites un petit peu partout dans le monde. Et il s'agit d'espèces très diverses, de micro-organismes, de champignons, de plantes, d'animaux, d'espèces aquatiques, d'espèces terrestres, etc. Et alors pourquoi ça intéresse pas seulement les chercheurs ou les amoureux de la biodiversité, mais aussi la société civile? Ça a un coût économique énorme. On estime qu'il y a à peu près 12 000 espèces exotiques en Europe. Alors exotiques, c'est-à-dire des espèces qui ont été introduites en Europe, qui ne viennent pas d'Europe, mais toutes ne sont pas envahissantes. Certaines sont même assez bénéfiques. On peut penser au maïs, par exemple, ou au riz, qui ne vient pas d'Europe, mais qui a été importé et puis qui est domestiqué et qui ne pose aucun problème. Mais certaines espèces sont devenues envahissantes et elles posent un problème écologique et économique. Et ce problème économique a été chiffré à 12,5 milliards d'euros par an en Europe, des coûts de contrôle, de recherche, de prévention et de suivi. Alors, dans les espèces envahissantes, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de types d'espèces, et puis il y a les insectes. Donc les insectes, ils posent des problèmes particuliers. Et en général, ils sont introduits de manière accidentelle, contrairement à d'autres espèces qui sont souvent introduites de manière voulue. Donc ça a des coûts importants pour la société. Vous voyez un petit icône d'arbre dans le coin, qui représente les problèmes écologiques, de la biodiversité. Donc les espèces envahissantes, elles réduisent la biodiversité locale, et elles réduisent par conséquent les services que rend cette biodiversité locale, ce qu'on appelle les services des écosystèmes, la dispersion des graines, la fertilisation des sols, la pollinisation. La pollinisation, par exemple, on sait que plus de 90% des plantes à fleurs nécessitent une pollinisation animale. La plupart du temps, en Europe, c'est par des insectes. Et ça représente 80% de nos cultures. Et nos cultures, c'est 35% de ce qu'on mange. Donc c'est quelque chose de vraiment très important. Ce service écosystémique, comme on appelle, ce service qui est rendu par la nature de manière gratuite, a été estimé récemment à une valeur de 153 milliards d'euros par an au niveau mondial. Ça, c'est la valeur du travail qu'on devrait fournir pour obtenir la même chose si on devait le faire nous-mêmes. Et certains insectes envahissants, comme le frelon asiatique, détruisent les ruches de manière très très rapide et très très efficace. Certaines fourmis envahissantes empêchent les abeilles de se poser sur les fleurs. Et donc les insectes envahissants de ce type posent des problèmes pour la pollinisation. Albert Einstein, dans une de ses rares incursions dans le monde de la biologie, aurait dit « Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité disparaîtrait avec elles en seulement quelques années ». Alors quelques exemples de ces coûts. J'ai pris l'exemple ici, par exemple, de la fourmi de feu. La fourmi de feu, elle vient d'Amérique du Sud et elle a envahi plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Australie, où on a estimé que le coût global de cette invasion est de plus de 10 milliards par an. 10 milliards qui sont dus aux dommages à l'agriculture et au bétail, au traitement médical et vétérinaire de ce bétail, mais aussi d'êtres humains qui sont victimes de piqûres qui sont très très douloureuses, voire même de chocs anaphylactiques et même de mort.
Il faut imaginer évidemment que lorsqu'on se fait piquer par une fourmi, bon, dans le cas de la fourmi de feu, c'est très très douloureux, mais en général, c'est pas juste par une fourmi. On se fait piquer par des dizaines, des centaines de fourmis en même temps. Des coûts importants pour la société. L'icône maintenant c'est devenu un petite case de billets. Des coûts économiques, des pertes en agriculture, des pertes en foresterie, des pertes en immobilier, des pertes en tourisme. Quelques exemples rapides. La mouche du fruit, Ceratitis capitata, qui est une jolie petite mouche, mais qui pose de gros problèmes à l'agriculture. Et en particulier à plus de 300 espèces de fruits qui sont cultivées. Et au niveau du coût, par exemple en Californie seulement, le coût de cette mouche, c'est plus de 900 millions de dollars tous les ans, juste pour une mouche. On peut imaginer effectivement que lorsqu'on a des fruits pleins d'asticots, ben, la valeur baisse un petit peu de ces fruits. Donc on essaye de faire en sorte que ces mouches n'arrivent pas dans ces vergers. Et on estime qu'avec le changement climatique, cette mouche pourrait s'implanter en Europe. Des coûts en foresterie, je vous ai dit. Donc la grille du frêne, c'est un coléoptère qui mange les arbres, qui vient d'Asie et qui envahit l'Amérique du Nord et une partie de l'Europe de l'Est. Et il est très destructeur. On estime que depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, il a détruit entre 150 et 200 millions de frênes, avec des coûts énormes pour essayer de traiter, d'éliminer et de remplacer les arbres qui ont été détruits, qui sont estimés de l'ordre de 25 milliards. Donc quelque chose de vraiment important. Et enfin, des coûts pour la société qui sont cette fois-ci au niveau de la santé, avec l'icône qui change encore, des allergies, des attaques, des insectes qui sont vecteurs de maladies importantes, malaria, dengue, chikungunya. Donc vous avez entendu parler certainement du moustique tigre. Il est d'origine asiatique, alors on appelle moustique tigre, non pas parce qu'il est féroce, même s'il l'est certainement, mais parce qu'il a un abdomen rayé. Il est maintenant présent dans à peu près 80 pays sur les 5 continents. Et on l'a aperçu récemment dans le sud de la France. Et on estime qu'avec le changement climatique, il pourrait commencer à remonter dans le nord. C'est un vecteur d'une trentaine de virus différents, dont la dengue et le chikungunya. Alors, je vous ai donné des exemples de types d'impact. Je vais vous donner maintenant un exemple en me focalisant sur un type d'insecte. Les fourmis. Alors, les fourmis, c'est pas une espèce d'insecte, c'est une famille d'insectes. Et cette famille, en fait, on estime à peu près 20 000 espèces de fourmis. Sur ces 20 000 espèces, il y en a 200 qui ont déjà été observées en dehors de leur aire de répartition naturelle. Et sur ces 200, il y en a une petite vingtaine qui est devenue envahissante. Et quand on dit envahissante, elles sont, dans le cas de cette vingtaine, très envahissantes. Elles posent vraiment des gros problèmes. Pourquoi elles sont douées pour être envahissantes? Elles sont toutes petites. Une colonie de fourmis peut tenir dans mon poing et elles sont assez souvent, par exemple, dans des pots de plantes ornementales qui sont transportées d'un continent à l'autre assez régulièrement. Donc ici, sur cette première carte, vous voyez plein de petits points de couleur. Chaque point représente une observation d'une espèce de fourmis envahissantes. Et les trajets en dessous, c'est le pays d'origine et le pays d'invasion. Donc vous voyez qu'en fait, elles sont à peu près partout, et elles viennent à peu près partout, et elles vont à peu près partout. Et alors c'est un problème parce qu'elles ont des impacts importants. Elles ont des conséquences pour la biodiversité. Elles nettoient complètement les écosystèmes où elles arrivent. En général, elles sont très agressives. Elles éliminent très rapidement les fourmis natives, d'autres arthropodes avec, d'autres insectes, des araignées, des crabes sur certaines îles, mais aussi des animaux plus gros. Vous voyez ici un oiseau, des reptiles, des amphibiens et même des mammifères. Ce qui veut dire que les écosystèmes ne fonctionnent plus très bien. Il y a des problèmes de dispersion de graines, de pollinisation, de cycle des éléments nutritifs, de structure des communautés, etc. Et puis des impacts sur les sociétés humaines, des problèmes dans les agricultures, il y a certains endroits où les agriculteurs ne veulent plus aller lorsqu'il y a certaines espèces de fourmis qui sont très agressives et très douloureuses, des infestations d'habitat, des destructions d'équipements électriques, des piqûres, des allergies, des vecteurs de maladies, et au total un énorme coût économique de ces toutes petites espèces. Et les fourmis, ça aime bien le chaud, ou en tout cas ça n'aime pas le froid. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien important avec le changement climatique.
Mais avant de vous expliquer les liens entre les invasions biologiques et le changement climatique, je voudrais juste dire un petit mot rapide sur le changement climatique. Même si vous avez tous entendu parler de ce que c'est que le changement climatique, il y a quelque chose qui est vraiment important. Quand on parle du changement climatique, on pense augmentation globale des températures moyennes. Et en fait, il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. C'est de penser que ce sont des moyennes et ce n'est pas que la température. Donc je vais vous dire juste deux mots très rapides là-dessus. D'abord, une variation de la température moyenne de la planète. On parle actuellement d'environ 2 à 5, 6 degrés en moyenne. En moyenne, ça veut dire que ce n'est pas uniforme sur le globe. Ça veut dire qu'il y a des endroits de la planète où ce sera moins que 2 à 6 degrés, et puis il y a des endroits de la planète où ce sera bien plus. Et puis ce n'est pas uniforme non plus sur l'année. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'année où ce sera un petit peu moins, par exemple au printemps, et puis il y a des moments où ce sera beaucoup plus, certains hivers ou certains étés. Et ça veut dire aussi qu'il y a certains endroits sur la planète où ce sera beaucoup plus à certains moments dans l'année que 2 à 6 degrés. Et pourtant, 6 degrés, c'est gigantesque. Pour une comparaison, les températures moyennes de la Terre pendant le dernier pic de glaciation, il y a 20 000 ans, lorsque de larges surfaces de l'hémisphère nord étaient sous des centaines de mètres de glace, lorsqu'on aurait pu aller à ski en Angleterre, de France, sans aucun problème, en fait, les températures n'étaient que 6 degrés plus froids que maintenant. Donc vous voyez que quand on parle d'un réchauffement de 2 à 6 degrés, en moyenne, c'est quelque chose de très important. Et le changement climatique, ce n'est pas seulement la température. On ne parle plus tellement maintenant de réchauffement climatique, on parle de changement climatique. Parce que c'est aussi un changement des régimes de précipitation, avec certains endroits où il y en aura plus, certains endroits où il y en aura moins, certains moments plus, certains moments moins, des inondations, des sécheresses, une couverture neigeuse qui change, des événements extrêmes qui vont s'amplifier et qui vont être plus fréquents, une montée du niveau des mers, et c'est important quand on pense que plus de la moitié de la population humaine vit sur les côtes maintenant, un changement de température des océans, de l'acidification des océans, qui vont complètement changer les écosystèmes océaniques. Et il ne faut pas oublier que ces écosystèmes océaniques forment une grosse base de ce qui soutient la vie sur les écosystèmes terrestres. Alors pourquoi le climat est-il important pour la biodiversité ? Le climat est important parce que pour les espèces, le climat, c'est le premier facteur qui fait qu'un environnement est favorable ou non. Ici, je vous ai mis deux espèces de renards, un fennec et un renard polaire, et vous comprenez bien que si on les change d'environnement, les deux vont mourir. Il y en a un qui est dans un désert froid, l'autre qui est dans un désert chaud, même si là j'ai pris des extrêmes, en fait c'est exactement la même chose pour tous les êtres vivants de la planète. Ce qui dicte le patron de distribution des espèces sur la planète, c'est en premier lieu les limites de tolérance au climat. Chaque espèce est particulièrement bien adaptée pour un type de climat et au-delà duquel ou en deçà duquel les individus ne peuvent plus survivre, ne peuvent plus se développer, ne peuvent plus se reproduire. Et donc un climat qui change, ce sont des espèces qui ne sont plus adaptées aux régions où elles sont, et ce sont aussi des régions qui deviennent plus favorables à de nouvelles espèces. Ici vous avez une photo du même endroit, à moins d'un siècle de décalage, et vous voyez que si les insectes ne pouvaient pas vivre au départ à cet endroit-là, ils peuvent maintenant coloniser sans aucun problème. Et donc, le changement climatique a un rôle important dans les invasions biologiques. On a déjà noté, pour énormément d'espèces, des changements de répartition géographique, et en particulier des insectes, parce que les insectes sont des animaux à sang froid, et donc ils dépendent énormément du climat pour leur reproduction, pour leur rythme d'activité, pour leur comportement, etc. Donc on imagine très bien que dans nos pays, la levée des hivers rigoureux, dans la partie nord de l'Europe par exemple, suite au changement climatique, pourrait permettre de faciliter l'établissement d'espèces qui jusqu'ici pouvaient arriver, mais ne pouvaient pas subsister, ne pouvaient pas s'établir et ne pouvaient pas envahir. Et donc nous, dans notre programme de recherche à Invacost, nous travaillons sous l'hypothèse que le changement climatique va faciliter l'invasion de certaines espèces d'insectes envahissants. Et nous allons chercher à étudier quelles espèces pourraient être concernées, quelles régions du monde, et quels pourraient être les coûts associés à ces nouvelles invasions. Donc nous allons essayer de faire des prédictions. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à prévoir ? Bon, il y a
évidemment un composant de curiosité scientifique. On voudrait savoir comment ça va être, essayer de comprendre. Mais on sait aussi que les coûts de réparation et les coûts de dommage sont énormément supérieurs aux coûts de prévention. Et donc, c'est important de prévoir où les choses vont se passer pour prévenir plutôt que d'avoir à guérir. En fait, on connaît bien dans la biologie des invasions cette courbe qu'on appelle la courbe des invasions, qui met en abscisse le temps. À l'origine, on a donc l'introduction de l'espèce. Et puis en ordonnée, on a à la fois l'air qui est envahi et de l'autre côté le coût, les deux étant très corrélés. Et on voit bien qu'au départ, le coût est minime pour empêcher qu'une espèce arrive, pour surveiller, ou pour éradiquer très rapidement, ou pour contenir, alors que après, si on attend, et si l'aire d'invasion commence à augmenter, alors le coût devient gigantesque, le coût à la fois en dommages et en contrôle, avec des espoirs d'éradication qui sont de plus en plus faibles. Et donc notre approche, c'est d'étudier les effets des changements climatiques sur les aires favorables d'établissement des espèces envahissantes. Donc je vais vous expliquer brièvement le type de modèle qu'on va faire. Vous allez voir, ça va devenir super méga compliqué, mais vous allez tout comprendre. On prend une espèce, ici la fourmi à folle jaune, Anoplolepis gracilipes. Vous voyez des petits points sur la carte. Tous ces petits points, c'est les points d'observation de l'espèce. Donc elle a déjà commencé à envahir un petit peu partout dans le monde. On va regarder partout où elle est présente. Et partout où elle est présente, on va relever des paramètres climatiques. Et l'ensemble de ces paramètres climatiques va définir la niche climatique de l'espèce. Ce qui définit le climat favorable à l'établissement de cette espèce. On part donc de l'hypothèse que là où elle est présente, c'est là où c'est favorable pour elle climatiquement. Ce qui est une hypothèse pas trop forte. Et donc, à partir de ces variables de climat, on va prendre différentes techniques de modélisation pour faire cette niche climatique et on va la projeter sur une carte du climat et on va regarder partout sur cette carte où on a des aires de climat qui sont favorables à cette espèce. Et puis on peut le faire pour le futur. Il suffit pour cela de prendre non pas des variables climatiques présentes, mais des variables climatiques futures qu'on peut établir à partir de scénarios de CO2, les scénarios qui nous sont donnés par le GIEC, et de modèles climatiques différents. Il y a des modèles mathématiques qui prévoient comment le climat va évoluer en fonction des scénarios de CO2, si on produit beaucoup de CO2 ou pas beaucoup de CO2. Et à partir de ça, on a plusieurs modèles de projection de notre espèce. On peut voir, comme ici, tous les modèles qui vont nous prédire où l'espèce peut être présente. Et comment est-ce qu'on passe de tous ces modèles à une seule prédiction? Tout simplement, on va faire une moyenne. On va faire une moyenne de tous ces modèles et on va obtenir donc une probabilité d'établissement de l'espèce en fonction du climat. Donc on part des points d'observation de l'espèce, on met ça dans notre modèle, on fait tourner et on obtient des cartes avec des gradients. Ici, on a mis de bleu jusqu'au rouge, qui va nous montrer les zones où l'espèce peut trouver des conditions favorables pour envahir, pour s'établir et envahir. Et vous voyez bien ici que en Asie du Sud-Est, au nord de l'Océanie, on a une zone très rouge, donc qui est très favorable à l'invasion. Et vous voyez que tous les points sont là, c'est donc effectivement, c'est là où elle envahit, notre modèle marche bien. Vous voyez aussi qu'en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud, ce sont des zones qui sont favorables à l'invasion, mais où elle n'est pas encore présente. Mais donc on peut prévoir que si elle est introduite, là, elle trouvera un terrain favorable. Et donc on peut essayer, grâce à ce type de modèle, d'intervenir avant. Et on peut faire ça aussi avec le futur et comparer et voir si certains endroits vont devenir plus favorables ou moins favorables avec le changement climatique. On peut le faire à différentes échelles. L'équipe de Montpellier avec laquelle on travaille sur ce projet a fait des modèles de prédiction d'invasion du moustique tigre dans le sud de la France en 2015. Ils ont fait ce modèle quelques années avant et ils ont pu montrer qu'il pouvait y avoir des cas de dengue et de chikungunya qui ont effectivement été décelés après, malgré un programme de vigilance et de contrôle dû à ces alertes.
On peut prévoir d'autres modèles. On est en train de travailler sur le frelon asiatique, qui est l'espèce animale qui a le plus fort taux de dispersion de toutes les espèces envahissantes et qui est en train d'envahir l'Europe à très grande vitesse. Alors, dernière partie, c'est vous, le public. La Fondation BNP Paribas donc, finance notre projet de recherche, le projet que je viens de vous présenter, mais il finance également un projet de communication sur cette recherche. Et c'est là où le public est important. Le projet que nous avons mis au point et que nous avons proposé, c'est un projet d'un nouveau type de sciences participatives. C'est un type inédit. Les sciences participatives, je ne sais pas si vous savez, en 2 mots, en général, le public va faire des observations, par exemple les dates d'arrivée des oiseaux migrateurs, d'éclosion de certaines fleurs, la présence d'oiseaux ou de papillons dans leur jardin, et va faire remonter ces données aux chercheurs. Et comme ils peuvent être des millions sur des très très grands territoires, ça fait énormément de données que les chercheurs ne pourraient pas trouver tout seuls. Les chercheurs font les analyses, publient les résultats et font éventuellement redescendre les informations aux participants. Mais ça reste quand même une tentative d'intéresser le public à des questions que les chercheurs se posent et qui ne sont pas forcément les questions que le public se serait posées. Et donc nous, on voudrait faire quelque chose de fondamentalement différent. On voudrait faire des sciences participatives où le public n'est plus les petites mains qui fournissent les données, mais où il a plus un rôle proche du directeur de recherche. En cela, qui va poser les questions sur lesquelles les chercheurs vont se pencher et qui va suggérer les analyses et faire les choix en amont. Alors, quelques exemples de questions qui pourraient se poser, c'est par exemple, quel va être l'impact de telle espèce? Ou quels sont les risques pour telle activité économique? Est-ce que le chikungunya pourrait arriver dans ma région? Vers quelle année est-ce qu'on pourrait attendre l'invasion de telle espèce à tel endroit? Quel peut être l'impact du changement climatique, par exemple, sur les invasions des ravageurs de vignes? Quel serait le coût économique de l'arrivée de telle espèce dans ma ville, comme les termites, par exemple? Est-ce que telle espèce pourrait arriver en Europe, la fourmi de feu, par exemple, qui pose des gros problèmes aux États-Unis et en Australie? On peut se demander si elle pourrait arriver ici. Si on a plusieurs types d'impacts comme ça et de coûts économiques, est-ce qu'on peut les comparer? Quelle serait la pire espèce envahissante, par exemple, pour l'agriculture en France, etc. Donc, dans le cadre de notre projet, Invacost, ça implique plusieurs possibilités. D'abord, de choisir certaines espèces sur lesquelles nous allons travailler. Nous allons établir une liste des espèces pour lesquelles il y a suffisamment de données, pour lesquelles on sait qu'il y a un impact. On en choisira quelques-unes, mais on laissera le public choisir les espèces qui les intéressent, sur lesquelles ils voudraient qu'on travaille. On va proposer, ils pourront proposer également des analyses précises sur ces espèces et poser des questions sur les résultats que nous mettrons à disposition du public. Et ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de suivre la démarche scientifique à chacune de ces étapes. Et la démarche scientifique, elle est souvent au moins aussi intéressante que les résultats eux-mêmes. Comprendre pourquoi certaines analyses ne sont pas possibles ou ne sont pas souhaitables. Pourquoi certains résultats ne sont pas toujours simples à obtenir ou simples à interpréter. Et ça va faire réaliser aussi au public que les réponses amènent souvent à d'autres questions et que ça, c'est une bonne chose. Alors pour ça, on a une équipe de recherche assez complète, donc à Orsay, où on travaille à l'Université Paris-Sud. Mais également, on a 8 autres équipes, dont 2 françaises, toutes les 2 à Montpellier, qui sont des équipes d'épidémiologistes et d'économistes. Nous, on est des écologues. Dans les 8 autres équipes, il y a un petit peu de tout. Et donc, tous ensemble, on a une synergie pour travailler sur ce projet. Et puis, on a un chargé de communication qui est aussi très important, puisqu'il va être chargé de communiquer avec le public, de faire cette interface entre le public et la recherche, grâce à un site web dédié. Donc ce site web, il va avoir plusieurs parties. Une partie blog qui va donner des informations sur les progrès des scientifiques, la vie du labo, des essais sur la thématique. Une partie forum où vous pourrez poser des questions, où vous pourrez aussi voter sur les questions, parce que certaines questions seront plus intéressantes que d'autres, et donc on prendra celles que le public plébiscite, et sur lesquelles on postera aussi nos réponses et des commentaires sur ces résultats. Une partie explication du projet, ce que j'ai fait maintenant. Et puis, une partie aussi présentation de l'équipe, avec présentation des membres de l'équipe, leur parcours, etc., histoire de rendre les choses un peu plus vivantes. Donc, le site web qu'on ne voit pas très bien ici,
est maintenant en ligne. Il s'appelle invacost.fr. Donc c'est relativement facile de s'en souvenir. Il est accessible sur Internet à partir de votre ordinateur, de votre tablette, de votre iPhone. Et vous pouvez dès maintenant poser toutes les questions qui vous intéressent et on essaiera de se mettre au boulot et d'y répondre. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je peux même répondre à des questions en direct, mais pas le même type de questions, parce que je n'ai pas le temps de faire des analyses. Par contre, si vous avez besoin d'éclaircissements sur notre projet ou sur la biodiversité en général, le changement climatique en général, les invasions biologiques, je suis à votre disposition pendant au moins 1 heure. C'est une très bonne question et c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé. Effectivement, il y a des programmes de lutte biologique, par exemple, avec des espèces de... Imaginez par exemple certaines coccinelles qui sont des prédateurs de pucerons. Donc c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Ce serait quelque chose qui resterait de notre point de vue très théorique. On resterait vraiment sur les modèles pour pouvoir travailler sur des espèces qui servent de contrôle biologique. Il faut énormément d'études et notamment d'études d'impact pour être sûr que ces espèces vont affecter uniquement l'espèce cible et pas autre chose. Et en général, ce n'est pas souvent le cas. L'histoire du contrôle biologique montre qu'on a beaucoup plus souvent des dérapages et des espèces qui deviennent elles-mêmes des envahisseurs parce qu'ils se mettent à manger un petit peu autre chose que ce qu'on avait prévu. Mais effectivement, c'est un très bon point. Et si on a des espèces comme ça qui sont demandées par le public, je pense qu'on essaiera de travailler là-dessus. Oui. Alors, est-ce qu'on travaille sur des moyens d'éradication indirectement? On travaille depuis quelques années sur les fourmis envahissantes. Et nous-mêmes à Orsay, on ne travaille pas sur l'éradication, mais on fournit des informations qui sont utiles à l'éradication. Et on travaille avec des collègues qui sont des spécialistes, notamment de l'éradication des fourmis. Il faut savoir que éradiquer des fourmis, par exemple, c'est très très difficile. C'est un travail de fourmis. Elles sont un petit peu partout et si vous en laissez quelques-unes, elles sont difficilement visibles. Si vous en laissez quelques-unes, ça recommence. Et donc on a des gens qui travaillent avec nous, notamment en Australie, qui sont spécialisés dans l'éradication des fourmis envahissantes sans éliminer les fourmis locales, ce qui est encore plus difficile. Mais de manière directe, non. Au niveau de la pertinence, on va dire qu'il y aura 2 tris. Le premier tri, c'est vous qui le ferez, parce que chaque question, on pourra voter pour ou contre. Et si tout le monde trouve qu'une question est formidable, elle remontera vers le haut. Et si tout le monde trouve qu'une question n'est pas si intéressante que ça relativement aux autres, elle aura moins de votes et donc elle sera plus bas dans la liste. Et le deuxième tri, c'est nous qui le ferons, mais on le fera de manière ouverte. C'est-à-dire on pourra dire par exemple, cette espèce, il n'y a pas de données. On a cherché, il n'y a pas l'information. Ou cette espèce, ok, elle est intéressante, mais elle n'est pas envahissante. Elle est native déjà d'ici, donc elle ne rentre pas dans notre cadre. Ce genre de justification. Il est possible qu'on dise aussi super, mais là maintenant on en a trop, on a de quoi travailler pendant une 50aine d'années, on est financé que pendant 3 ans ou 4 ans, donc on va se limiter à ces espèces-là, par exemple. Mais on expliquera, notre but c'est vraiment d'intéresser le public à nos recherches, donc et surtout à la démarche. Pas seulement au résultat, mais aussi à la démarche. Donc on expliquera notre sélection parce que ça fait partie de la démarche. Donc on voudra vraiment être ouvert là-dessus. Et puis nous, on n'a absolument rien à cacher ou on n'a pas de préférence a priori. Donc si jamais il y a des espèces qu'on ne veut pas mettre en avant, on expliquera pourquoi. En fait, j'ai 2 projets. J'ai un projet scientifique et j'ai un projet de communication.
Donc le projet scientifique, en fait, il est dans la continuité de tous les projets scientifiques que je fais. C'est mon métier, c'est ma passion. Et si j'étais tout seul, isolé sur une île, je continuerais à le faire, même s'il n'y avait personne qui était là pour écouter les résultats. Maintenant, on est dans une société qui s'est développée au point d'avoir la chance de pouvoir réserver une partie de ses membres pour qu'à temps plein, ils fassent que de la recherche scientifique pour augmenter le savoir de l'humanité, les connaissances de l'humanité. Ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Et puisque j'ai la chance de pouvoir faire ça, évidemment, je suis là pour donner cette information à l'humanité qui me paye pour que je cherche pour elle. Donc ça, c'est vraiment ma vision de mon métier de recherche. Et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant à la Fondation BNP Paribas, parce qu'elle finance cette partie de mon programme de recherche et elle finance la partie communication des résultats de cette recherche et aussi de la recherche. Alors après, que les résultats soient utilisés par la société, c'est en partie ma responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut que je communique suffisamment pour qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, mais ça ne peut pas se faire si le public n'est pas intéressé. Tant que le public n'est pas intéressé par les problématiques de son environnement, c'est-à-dire de son bien-être et de sa survie, tant que le public est plus intéressé par le salaire des footballeurs que par l'avenir de l'agriculture face à la pollution, au changement climatique et aux invasions biologiques, eh ben, c'est pas moi, avec mon programme de recherche, et c'est pas la Fondation BNP Paribas qui pourront changer les choses. Par contre, si le public commence à montrer un intérêt, à ce moment-là, les institutions prendront de relais, les politiques qui suivent étroitement ce que demande le public prendront le relais, mais ça ne peut pas passer par moi directement qui va voir les politiques et qui va leur dire c'est super important le changement climatique, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est que si la population réagit à ça, qu'ils peuvent réagir à ça. Donc en fait, moi j'espère à ma petite échelle intéresser des gens à ces problématiques et peut-être accrocher après des choses plus concrètes.